Alors, qu'est-ce que c'est que le déni de justice? J'avais un professeur de droit à la fac qui s'appelait Rémi Lipchabert, qui disait le déni de justice, c'est un peu l'Arlésienne du droit. On en parle beaucoup, mais on l'a jamais vu. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a deux conceptions du déni de justice. Une conception très ancienne qui date du Code civil de 1803 et une conception moderne qui est beaucoup moins connue, mais qui est beaucoup plus fréquente. Et je voudrais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Donc, commençons par le Code civil. Qu'est-ce qui est dit dans le Code civil à propos donc, du déni de justice? Ça figure à l'article 4 du Code civil, qui n'a effectivement pas été modifié depuis 1803. Et on nous dit qu'il y a un déni de justice lorsque le juge refuse de juger. Et il refuse de juger, pourquoi? Parce que le droit est incompréhensible, parce qu'il n'arrive pas à appliquer le droit. Vous voyez, c'est le silence, c'est l'obscurité, c'est l'insuffisance de la loi. Eh bien, en fait, le rôle du juge, c'est d'appliquer le droit. Donc, il ne peut pas dire je ne comprends pas le droit. Il doit le comprendre, il doit l'interpréter. Et si son interprétation est fausse, eh bien, ma foi, la Cour de cassation se chargera de censurer sa décision et de nous révéler l'interprétation que l'on doit retenir de cette loi qui est obscure, qui est insuffisante, etc. Donc, quoi qu'il arrive, et ça c'est un des apports fondamentaux de la Révolution, quoi qu'il arrive, le juge doit trancher et doit interpréter et il doit appliquer le droit. Mais vous savez que dans un procès, il y a deux choses. Il y a le droit d'un côté et il y a les faits de l'autre. Et à travers plusieurs vidéos récemment, je vous ai parlé en fait du principe du droit de la preuve. Et le droit de la preuve, je vous l'ai dit, en première année de droit, une première chose qu'on vous enseigne, peut-être dans la première semaine de vos cours, on vous dit, il y a cet adage, ce principe, si vous n'avez pas de preuve, vous n'avez pas de droit. Et même si on veut aller jusqu'au bout des choses, en fait, c'est un principe qui remonte au droit, au droit latin, idem est non esse et non probari, qui se traduit par ne pas pouvoir prouver son droit équivaut à ne pas avoir de droit. Donc je vous ai expliqué ça, et donc vous voyez que, a priori, voilà, le juge, il doit trancher la contestation juridique, il doit appliquer la loi, mais si la partie qui se présente devant elle n'a pas de preuve, il l'envoie balader, entre guillemets. Mais il y a une exception à ça, et cette exception, c'est deux séries de jurisprudence qui sont assez méconnues, que je vous mets ici. Il y en a une qui est formulée de manière très générale, qui nous dit que le juge ne peut pas refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie. Donc là, en fait, vous voyez que l'idée qui se dégage de cette jurisprudence, c'est que le juge, il ne peut pas interrompre son raisonnement à mi-chemin. À partir du moment où il dit eh bien, effectivement, il y a une partie qui allègue quelque chose, et je pense que dans son principe, c'est fondé ce qu'elle dit, mais malheureusement, elle ne le prouve pas suffisamment. Eh bien, elle ne le prouve pas suffisamment, ça veut dire que le juge dit, elle a raison en droit, mais je ne peux pas le vérifier au regard des faits qu'elle me fournit. Et vous voyez que là, il y a un déni de justice, parce que elle a raison en droit. Elle a suffisamment démontré qu'elle avait raison en droit, mais elle n'est pas parvenue à me fournir suffisamment d'éléments de preuve pour que je tranche entièrement la contestation. Et l'illustration la plus fréquente de ça, et c'est pour ça que je vous mentionne la deuxième formulation de cette jurisprudence, c'est en matière de réparation des dommages. C'est-à-dire que le juge, il va dire la responsabilité de la partie adverse, je la reconnais, mais la victime, elle ne me prouve pas suffisamment l'étendue de son préjudice. Et vous voyez que c'est bizarre, cette situation, de dire on est d'accord sur la responsabilité, sur la faute qu'a commis la partie adverse, mais on va quand même débouter la victime de toutes ses demandes sous prétexte que elle n'a pas réussi à suffisamment rapporter les preuves. Il y a effectivement un déni de justice au sens où la loi n'est pas véritablement appliquée parce que tout simplement il y a une des parties qui n'a pas réussi à convaincre le juge. Et vous voyez que donc j'ai mis, c'est un petit caractère, mais on va reprendre les exemples après. Il y a énormément d'illustrations jurisprudentielles de ça. Là, je vous ai cité, vous voyez, des arrêts. Ça, c'est rien que sur 2020-2021. Et là, pareil, il y en a qui tombent de 2022 jusqu'à 2020. Donc, c'est vraiment une jurisprudence que vous retrouvez et qui est extrêmement fréquente. Et quand vous regardez, par exemple, la doctrine,
Il y a notamment un des plus grands professeurs de droit de procédure civile qu'on appelle le doyen Perrault, et qui avait écrit à propos donc d'un des arrêts de la Cour de cassation là-dessus, et qui nous dit bien voilà, dans une conception très classique de l'office du juge, le juge, depuis le Code civil, on pensait que c'était quelqu'un qui était neutre, qui était un arbitre, qui était juste là pour vérifier ce que les preuves qui lui étaient présentées de part et d'autre, et qu'il avait une attitude purement passive. Mais avec toutes les évolutions du Code de procédure civile, on pense que le juge doit progressivement avoir une attitude plus proactive, une attitude plus dynamique, et notamment le juge, il a, à travers le Code de procédure civile, la possibilité de diligenter des mesures d'instruction qui lui paraissent utiles, et notamment même d'auditionner toutes les personnes qu'il veut, etc. Donc, vous voyez, il y a ce changement sous-jacent assez important depuis des années, en fait, dans le Code de procédure civile qui veut que le juge ait une attitude plus active. Et cela se reflète comment ? Ça se reflète notamment dans cette nouvelle acception, dans cette nouvelle définition, en fait, du déni de justice, où le juge, en fait, on lui interdit de s'arrêter à mi-chemin de son raisonnement. Et à partir du moment où il considère qu'il y a une demande devant lui qui est bien fondée, il ne peut pas la rejeter simplement parce qu'il n'a pas suffisamment de preuves devant lui. Pourquoi ? Parce que ces preuves, il peut aller les rechercher lui-même, il peut les rechercher avec l'aide des parties, et il peut diligenter toutes les mesures nécessaires à cette fin. Si vous voulez faire une recherche de jurisprudence sur cette question, je vous invite à utiliser donc le moteur de recherche que j'utilise tout le temps, et en mettant tout simplement vu l'article 4 du Code de procédure civile, et vous verrez que vous avez 246 résultats. J'en examine quelques-uns très rapidement pour que vous ayez une idée plus précise de tout ça, et au terme de cette vidéo, je vous donnerai aussi 2 autres références si vous voulez approfondir cette question, qui sont très pédagogiques. Une, c'est servicepublic.fr, puis une autre, c'est un cours de droit qui est en ligne, qui est accessible à tout le monde. Donc là, par exemple, vous voyez, dans des arrêts très récents, en fait, on a une question d'un préjudice, de l'indemnisation d'un préjudice sur les gains professionnels futurs. Ça, c'est très fréquent quand vous avez une victime qui a eu un gros accident, qui a perdu ses capacités de travailler, de retrouver un emploi. Vous voyez que dans ces cas-là, effectivement, elle va, pour l'avenir, toutes les années à venir, jusqu'à l'âge de sa retraite, elle va perdre, en fait, des gains professionnels futurs. Et donc ça, on essaye de l'indemniser, et parfois les juges, ils constatent qu'effectivement, il y a une perte de gains professionnels futurs, mais en même temps, ils déboutent la victime en disant, la victime ne nous fournit pas suffisamment d'éléments de preuve. Vous voyez qu'il y a un déni de justice qui est assez évident, puisque on reconnaît donc le principe d'une perte de gains professionnels futurs, et on ne peut pas simplement débouter la victime parce qu'elle n'a pas suffisamment avancé de preuves. Rapidement, cet arrêt-là de la Chambre sociale est un peu technique, c'est sur des questions de représentativité. Et voilà, vous avez des arrêts, vous voyez, de la 3e Chambre civile qui vous disent le juge, il peut au besoin recourir à toutes les mesures d'instruction nécessaires. De la même manière, là, on peut pas déléguer, le juge peut pas déléguer à une partie, à un notaire, etc., le soin de statuer à sa place. Il doit lui-même statuer et trancher la question, et ne peut pas se déléguer, en fait, l'insuffisance de preuve à quelqu'un d'autre qui est extérieur au procès. De la même manière, vous voyez, la Cour de cassation dit, il appartenait à la Cour d'appel de diligenter toutes les mesures nécessaires, etc., etc. Là, vous avez, par exemple, vous voyez, un dégât des eaux. La Cour de cassation dit, la Cour d'appel dit, voilà, je constate qu'il y a effectivement la responsabilité de quelqu'un dans ce dégât des eaux. Néanmoins, les victimes n'établissent pas la preuve de l'existence du préjudice lié à ce dégât des eaux. C'est complètement aberrant, ce genre de raisonnement, parce que si on est sûr qu'il y a un dégât des eaux et qu'on est sûr d'avoir identifié le responsable, la victime doit pouvoir être indemnisée de ce dégât des eaux. Voilà, donc je ne rentre pas dans ces détails, vous pourrez les relire plus en détail sur le lien de cette présentation que je vous fournirai sous cette vidéo. Et si vous allez sur servicepublic.fr, vous aurez en fait une question assez intéressante sur quels sont les modes de preuve dans le cadre d'un procès civil, et on vous explique bien en fait le rôle dynamique que le juge a joué dans ce type de questions. Et si vous voulez faire une sorte de cours de droit, entre guillemets, vous pouvez aller sur donc, le site de l'UNJF. Vous avez un cours qui est très bien fait de la part d'une maître de conférence, Madame Cadou, qui est très clair, qui est très bien sur vraiment la charge de la preuve et les principes fondamentaux de la preuve. Voilà, je vous remercie, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur l'introduction au droit, pourquoi pas, parce que c'est intéressant. À bientôt.